Bonjour à tous, je suis Tristan Venot. Et je suis Arias Dampana. Et on revient tout juste du Tech Fest qui était à Grenoble. Et on s'est rendu compte que les gens nous posaient souvent la question de à quoi ça sert les interfaces cerveau-machine. On avait beau montrer qu'on peut décoder l'activité cérébrale. Finalement, ce qui revient, c'est quoi l'application ? On s'est donc dit qu'on allait vous faire une vidéo pour un peu vous expliquer des applications potentielles, les tenants et les aboutissants de cette technologie. On entend souvent parler des interfaces cerveau-machine comme d'une technologie futuriste. Mais on va voir que cette technologie est déjà prête à sortir du laboratoire. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux différentes applications qu'elles peuvent avoir, que ce soit dans l'aviation, dans le jeu vidéo, dans le monitoring. Et on aimerait que d'ici la fin de la vidéo, vous puissiez nous partager en commentaire ou par message direct les domaines où vous pensez que cette technologie pourrait être appliquée et utilisée. Donc cette fois, on vous met à contribution. Dans ce vaste domaine des interfaces cerveau-machine, en fait, ce qui va intéresser au départ, c'est le monitoring. Donc, on va capter l'activité cérébrale et juste déterminer des états cognitifs liés à ce qu'on peut capter. Pour capturer ces états cognitifs, on a différentes technologies à notre disposition. L'électroencéphalographie qui permet de capter la donnée électrique issue des échanges de potentiel, comme on l'a vu dans des précédentes vidéos. Il va y avoir la technologie du FNIRS qui va s'appuyer sur l'oxygénation du sang et sa présence dans les différentes régions cérébrales. Dans l'automobile, la détection de la baisse d'intention, de la somnolence est un enjeu qui est crucial pour la sécurité routière. Et les systèmes EEG permettent, grâce à la détection d'une augmentation des ondes alpha et d'une augmentation des ondes θ, de détecter justement lorsque la personne au volant va commencer à somnoler, à perdre l'attention. Ça, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, les systèmes ils fonctionnent à partir de caméras qui détectent des fermements des yeux, une personne qui va détourner le regard, alors que là, on est sur un système qui est anticipatif. On pourrait voir que la personne commence à somnoler avant même qu'elle ne commence à fermer les yeux. Donc on gagne du temps et plus de sécurité. Le résultat de tout ça, en fait, ça suit la logique de ce qu'on a déjà dans les systèmes de caméra. La voiture pourrait détecter l'état de somnolence du conducteur, l'en informer par des avertisseurs sonores ou prendre le contrôle si des fois il y a vraiment un enjeu de sécurité. Il y a déjà des laboratoires au sein d'entreprises françaises qui vont avoir une division EEG qui va pouvoir corréler à ce qui se passe dans les habitacles des voitures. Nissan a récemment communiqué sur le fait qu'il voulait faire une interface cerveau-machine pour la détection de la fatigue en simulateur pour l'instant, mais sur la route pour le futur. Le vrai enjeu, c'est le capteur. Comment l'intégrer au véhicule ? Si on reste dans le domaine des modes de transport, les ICM peuvent trouver leur application dans l'aviation aussi, et notamment dans l'aviation de défense. Pour donner un élément de contexte, un pilote va être soumis à énormément de stimuli extérieurs, que ce soit les radios à gérer, les cartes pour son pilotage, le pilotage en lui-même, les ordres qu'on lui donne. Et donc, il peut arriver facilement à se saturer en informations. C'est là qu'un pilote équipé d'une interface cerveau-machine serait capable de savoir exactement à quel moment il est surchargé cognitivement et à quel moment la machine pourrait reprendre la main sur certaines tâches de fond pour qu'il puisse se concentrer sur les tâches les plus cruciales et les plus opérationnellement critiques. Pour l'instant, ces interfaces sont encore de l'ordre de la science-fiction. Elles ne sont pas intégrées à des casques à l'heure actuelle. En revanche, des travaux sont menés pour intégrer ces systèmes à des casques de façon opérationnelle. De façon un peu plus légère, le terme de la relaxation est souvent cité pour les interfaces cerveau-machine. En effet, on peut avoir des applications de neurofeedback qui permettraient de baisser le niveau de stress en fonction de son activité cérébrale. Par exemple, on pourrait imaginer porter un bandeau EEG pendant qu'on accomplit une certaine tâche ou pendant le sommeil, et ça nous donnerait accès à certaines infos sur notre application pour nous dire si de telle heure à telle heure on était relaxé ou si de telle heure à telle heure, au contraire, on était plutôt soumis à un stress. Et carrément, on pourrait avoir des programmes d'entraînement avec des jeux qui nous permettent de se relaxer. Ce type de dispositif a déjà existé. C'est apparu dès 2014 avec une boîte qui s'appelait MeloMind et qui permettait de réguler son stress grâce à la musique. Aujourd'hui, cette application est finie, mais l'idée reste. Puis, on va rentrer dans le domaine de la santé. Dans la santé, les interfaces cerveau-machine, en termes de système de monitoring en tout cas, ils vont avoir une application très concrète, qui est celle de pouvoir détecter, par exemple, lorsqu'une personne va se réveiller d'une anesthésie. Et ça, c'est pas utile au moment du réveil du patient, mais c'est plutôt utile justement pendant l'opération, car on est capable de doser exactement la dose d'anesthésie pour s'assurer que la personne reste dans un état inconscient pendant l'opération. Par ailleurs, le G peut servir à aider à poser un diagnostic sur certaines
certaines formes de neurodégénérescence. De nombreux papiers citent cet exemple pour détecter des signes avant-coureurs des maladies comme Alzheimer ou Parkinson. Cependant, on s'éloigne un peu de l'interface, plus juste de la détection. Jusqu'ici, on vous a parlé de monitoring. L'autre facette qui est un peu plus fun de l'interface, c'est le contrôle. En fait, on va imaginer des choses et on va faire en sorte que ces choses contrôlent des objets extérieurs. Je le dis, le mot ou pas? C'est de la télékinésie. Bien évidemment, la première application qu'on va imaginer à ça, c'est la réhabilitation de personnes handicapées. Permettre à des gens qui auraient eu, par exemple, une moelle épinière sectionnée, de bypasser le lien entre le cerveau et les muscles et de pouvoir transférer l'information qui vient de la pensée directement à un exosquelette ou à des électrodes qui pourraient actionner leurs muscles. Ou encore, aider des patients qui ont subi un AVC, par exemple, à récupérer des fonctions motrices grâce à un entraînement de cette intention motrice. Les applications pourraient être infinies justement pour aider les patients à retrouver cette mobilité perdue. Alors, à l'heure actuelle, c'est de l'ordre de la recherche en laboratoire. De nombreuses études sont faites dans des cadres assez protégés où les patients viennent soit en longitudinal ou alors on va essayer d'implanter un dispositif pour que ça reste sur le long terme, histoire de pouvoir leur donner une forme de mobilité. La prochaine étape, c'est que ces dispositifs sortent du laboratoire et donc deviennent des dispositifs médicaux pour le grand public. Chez des patients atteints de paraplégie très sévère, ils peuvent souffrir d'un syndrome qu'on appelle le syndrome d'enfermement. Ils sont enfermés de leur propre corps et ils sont incapables d'interagir avec l'extérieur. C'est dans ces cas particuliers que les interfaces cerveau-machine vont prendre la forme de spellers, donc des épleurs, des dicteurs, qui leur permettent de traduire leurs pensées en des phrases et des mots qui peuvent ensuite être vocalisés par une intelligence artificielle ou un autre logiciel du type. Concrètement, on va présenter des lettres sur un écran et ces lettres, quand on veut épeler un mot, vont pinguer le cerveau quand on ping la bonne lettre. Et donc au fur et à mesure, on va pouvoir épeler un mot. Donc ça s'appelle un P300 speller. C'est assez lent, mais on peut épeler des mots. Évidemment, ces interfaces, elles ne se limitent pas à la santé. On peut évidemment penser, quand on veut contrôler des objets, aux jeux vidéo. Des casques EEG présents dans le commerce ont déjà permis de piloter un drone ou de contrôler un personnage dans un jeu vidéo. Alors ce n'est pas avec énormément de degrés de liberté. Généralement, on ne va contrôler que, par exemple, la hauteur du drone ou un aspect du personnage dans le jeu vidéo, mais c'est déjà un début. Généralement, dans ces applications-là, le casque EEG vient en complément d'une manette qui est déjà présente ou d'une télécommande radio qui est déjà présente. Mais in fine, on espère pouvoir presque s'en débarrasser. La promesse sur le long terme, qu'on y croit ou pas, dans le sens où est-ce que ça sera des puces dans la tête ou des casques à l'extérieur de la tête, c'est le fait qu'on puisse contrôler énormément d'objets différents. Que ça soit notre téléphone, que ça soit notre ordinateur, peut-être même un véhicule, mais là on est encore à la limite avec ce qui est techniquement possible de faire. Ça, c'est aussi la promesse d'un futur qui serait accessible pour tous. Une dernière application qui est très intéressante à étudier, ça reste la biométrie. Aujourd'hui, les moyens de biométrie qu'on a sont relativement variés. On a nos empreintes digitales, on va avoir parfois des scanners rétiniens, on aurait des reconnaissances de visage, on a aussi de la reconnaissance vocale. Mais les ondes cérébrales, je mets un gros astérix là-dessus, c'est potentiellement une donnée biométrique et donc qui permettrait de reconnaître une personne d'une autre. On ne peut pas avoir accès à la donnée cérébrale de la même manière qu'on peut avoir accès à une empreinte digitale. On ne peut pas copier la voix du cerveau, c'est impossible à l'heure actuelle. Et donc, ça rend l'EEG comme une façon de sécuriser tout système complètement unique. Si on rentre dans un scénario un peu James Bondesque, on ne pourrait pas couper la tête de quelqu'un pour le faire passer dans une machine EEG comme on couperait le doigt de quelqu'un pour le scanner à sa place. On a besoin que la personne soit vivante. Voilà. À l'heure actuelle, des startups ont commencé à travailler sur ce sujet. Ça a l'air de montrer des résultats très encourageants parce que de base, c'est une donnée qui a un caractère biométrique intrinsèque, même si on avait encore le questionnement de est-ce que c'était possible de le faire. Dans cette vidéo, on vous a présenté beaucoup de cas différents, du monitoring passif, des tâches actives. Donc c'est un peu le panel de ce qui se passe du point de vue de l'interface cerveau-machine. Les applications sont vraiment diverses et variées. Maintenant, la question que nous, on a pour vous, c'est est-ce que vous voyez quelque chose qu'on n'aurait pas cité? Est-ce qu'à votre avis, il y a un domaine critique dans lequel aujourd'hui, on pourrait intégrer des interfaces cerveau-machine et auquel on n'aurait pas pensé déjà? On espère que vous serez nombreux à nous communiquer vos pensées dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.